Comme chaque année, le mois d'octobre est dédié au cancer du sein avec l'opération Octobre Rose. Avec près de 60 000 nouveaux cas tous les ans, ce cancer est le plus fréquent chez les femmes. Heureusement, grâce au progrès de la médecine, c'est aussi celui auquel on survit le mieux, avec 85% de survie en 5 ans. En quoi consiste le dépistage? Quels sont les traitements? Comment prévenir et traiter les récidives? Pour en parler et pour répondre à vos questions, le docteur Suzette Delaloge, bonjour. Bonjour. Vous êtes oncologue médical, chef du comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy, c'est près de Paris. Et avec nous pour témoigner, Carole Fleuriot. Bonjour Carole. Bonjour. Vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants, une histoire d'un cancer survenu très jeune, puisque vous aviez 24 ans. On va en parler dans quelques instants. Avant, on va faire un petit rappel anatomique et repréciser que le sein, c'est avant tout une glande, la glande mammaire. Et oui, on voit cette glande mammaire qui est là, présente en avant avec le mamelon, et cette glande mammaire en fait est faite de canaux et de lobules, et on se rend compte là que c'est à ces endroits d'ailleurs que vont se former les cellules cancéreuses quand elles vont exister. Le but, c'est de créer le lait, et le lait qui sortira par le mamelon que l'on voit ici. Des vaisseaux avec des veines, des artères qui sont autour de tout cela, et puis également des vaisseaux lymphatiques qui vont drainer en fait ce sein et qui interviennent souvent dans les infections pour pouvoir emmener jusqu'au ganglion sentinelle qui se trouve juste ici, la lymphe. Et quelquefois, évidemment, lorsque le cancer existe, eh bien, on sait que les cellules cancéreuses qui vont apparaître, eh bien, vont gagner également tout ce réseau lymphatique. Alors effectivement, en cas de cancer, donc les cellules anormales peuvent se développer au niveau des canaux ou encore au niveau des lobules. Leur multiplication anarchique va donc faire naître une masse qui est la tumeur. Alors si la tumeur reste confinée dans les canaux et les lobules, comme vous montré Jean-Marc, c'est un cancer dit in situ. Mais quand les cellules malades sont présentes dans des tissus qui entourent le point d'origine, c'est un cancer, comme on dit, infiltrant. On n'a pas l'image, mais croyez-moi. Voilà, absolument. Voilà, ah ben voilà, très bien. On voit absolument cette animation. Voilà le cancer. Voilà les cellules qui peuvent gagner tout ce réseau lymphatique et puis aller évidemment à distance vers un ganglion sentinelle et puis pourquoi pas plus loin donner des métastases et créer véritablement un cancer qui gagne l'ensemble de l'organisme. Alors Carole, je le disais, vous êtes très jeune, vous avez 27 ans. C'est quand vous aviez 24 ans que le cancer a été découvert. Comment vous avez découvert ce cancer ? Alors c'était un week-end où j'étais chez moi, où j'ai décidé soudainement qu'il serait bien que je fasse des autopalpations régulièrement. Je pensais à ce moment-là à ma grand-mère maternelle qui était morte d'un cancer du sein très jeune puisqu'elle n'avait même pas 50 ans. Et donc je savais pas comment procéder. J'ai simplement palpé mes seins comme je pensais qu'il fallait le faire. Et j'ai senti une boule dure à mon sein gauche. Alors à ce moment-là, je savais pas si c'était normal, pas normal. C'est là où je me suis dit, au final, on connaît pas si bien que ça son corps. Et j'ai attendu 24 heures, 48 heures pour voir si la boule disparaissait. Elle était toujours là. Donc j'ai contacté ma gynécologue qui m'a envoyé faire des examens, donc échographie, mammographie, etc. Et puis au final, ça s'est révélé donc être un cancer du sein. Vous avez été prise en charge très rapidement ? Oui, très rapidement. Du coup, j'ai senti la boule fin août 2018. Quelques semaines plus tard, on m'apprenait que j'avais un cancer. Et un mois pile plus tard, je démarrais ma chimiothérapie. Donc la première étape de mon protocole. On a cherché, vu votre jeune âge, l'origine éventuellement familiale de ce cancer ? Oui, en effet. J'ai effectué des tests pour voir si j'avais une mutation génétique. Et il s'avère qu'en effet, je suis porteuse de la mutation génétique BRCA1. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que du coup, on aurait pu penser que ça venait du côté maternel. Et au final, c'était mon père et mon grand-père qui étaient porteurs de cette mutation génétique. Mais eux, puisque on ne le sait pas forcément, mais du coup, un homme peut avoir un cancer du sein. Mais ni mon père ni mon grand-père n'en a eu un, du coup. Et alors, juste pour préciser sur cette mutation génétique, quand ce sont les hommes qui sont porteurs, ils peuvent avoir d'autres types de cancers ? En fait, chez les hommes, ça augmente un petit peu le risque de cancer de la prostate pour BRCA1 et très très peu le risque de cancer du sein. Donc la plupart des hommes ne vont pas avoir de symptômes. Et donc ils peuvent transmettre l'anomalie génétique
sans avoir rien eux-mêmes. Juste pour réagir à son témoignage de Carole, c'est encore souvent des femmes qui viennent parce qu'elles ont palpé quelque chose. C'est pas toujours par dépistage, par mammographie. Déjà, chez toutes les femmes, en théorie, le dépistage en France commence à 50 ans. Il y a un certain nombre de femmes qui commencent à 40. Globalement, il est déconseillé de commencer les mammographies de dépistage avant 40 ans. C'est pas une bonne chose à cause de l'irradiation, etc. C'est une histoire familiale, mais dans ce cas-là, on est pris en charge. Dans ce cas-là, on va faire plutôt des IRM, etc. Et donc, la plupart des femmes jeunes vont venir parce qu'elles ont des symptômes. Mais il y a aussi beaucoup de femmes de 40 à 50, mais également des femmes de plus de 50 ans. Je pense qu'il faut garder cette sensibilité. Connaître son corps, c'est super important. C'est pas facile comme Carole a décrit. Il faut garder cette sensibilité, être capable d'identifier quand il se passe quelque chose. Juste quand vous dites symptômes, c'est la palpation de quelque chose, c'est rarement douloureux un cancer. Non, c'est exceptionnellement douloureux, mais en fait on va avoir une petite déformation en levant les bras, le sein ne sera pas comme d'habitude, le mamelon peut se rétracter, il peut y avoir un écoulement du sein, on peut sentir une petite boule en passant la main, etc. Donc, alors, une question de nos téléspectateurs. Parlez aussi des microcalcifications qui sont indétectables à la palpation et qui sont aussi très graves. Alors, les microcalcifications, c'est un symptôme, entre guillemets, mammographique. Donc, en fait, c'est un des signes de la maladie, éventuellement sur une mammographie. Après, 98% des microcalcifications sont bénignes. C'est-à-dire le sein se calcifie en vieillissant dès qu'il y a eu des petites anomalies, il y a du calcium qui se forment. Donc certaines microcalcifications peuvent révéler un cancer qui souvent va être ce qu'on appelle un carcinome intracanalaire, d'une sorte de pré-cancer, qui n'est pas un cancer infiltrant, qui ne peut pas envoyer des cellules comme vous avez décrit tout à l'heure, mais qui localement peut s'étendre beaucoup. Donc en fait, généralement, ça ne va pas être très grave au sens que ça ne donne pas des cancers dont on peut mourir. Par contre, ce sont des cancers pour lesquels assez fréquemment l'extension locale est importante et on va être obligé de retirer le sein. Pas toujours, bien sûr. L'autopalpation, c'est quoi les recommandations? C'est à quel rythme? Comment Alors, il n'y a pas de recommandation de l'autopalpation officiellement en dépistage, parce qu'il y a eu pas mal d'études assez anciennes et même relativement récentes dans certains pays en voie de développement qui montrent que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne sauve pas de vie. L'idée, c'est que pour que ce dépistage soit démontré comme efficace, il faut qu'il diminue la mortalité par cancer. Là, ce n'est pas le cas, parce que, un, ce n'est pas très sensible, et deux, il y a énormément de ce qu'on appelle de faux positifs. On va se trouver en permanence des choses, c'est très anxiogène, etc. Donc on ne recommande pas de le faire à intervalles réguliers officiellement. Par contre, ça a un intérêt global. Il y a quand même pas mal de femmes qui se découvrent très tôt des cancers. Donc je pense qu'apprendre à s'autopalper et le faire de temps en temps, donc dans ce cas-là, tous les 3 mois par exemple, 4-5 fois par an, dans la douche le matin, etc., je pense que globalement c'est une bonne chose. Mais il y a des femmes pour lesquelles c'est assez difficile. Il y a des femmes qui ont des seins, ce qu'on appelle très mastosiques, avec plein de petites choses bénignes pour lesquelles ça sera plus difficile. Et bien sûr, ça ne remplace pas la mammographie. Non, bien sûr. Marie-Jeanne nous demande, j'ai eu des fibroadénomes, de nombreux papillomes et des amartomes. Est-ce un signe d'alerte d'un futur cancer du sein? Tout ce qui est homme n'est pas dangereux. En fait, les papillomes solitaires, tout ça sont des tumeurs bénignes du sein. Les seins, ça fabrique plein de choses incroyables, très très fort. Les papillomes solitaires, parfois, sont une lésion bénigne qui augmente un petit peu le risque d'avoir un cancer du sein. Et globalement, les amartomes, c'est totalement bénin. C'est du tissu graisseux, c'est comme un lipome. Et les fibroadénomes, je crois qu'à peu près toutes les femmes en ont. Et c'est pas dangereux. J'ai 43 ans, mon médecin généraliste ne veut pas me prescrire de mammographie. Est-ce normal? Tout à fait normal, parce qu'en France, les recommandations de dépistage, c'est à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Après, entre 40 et 50, je pense que si cette personne est identifiée comme étant un risque plus élevé, ça se discute, en particulier s'il y a une histoire familiale, etc. Chez une femme qui n'a pas de risque évident, il n'y a aucune indication aujourd'hui à commencer les mammographies avant 50 ans. Après, c'est en train de changer. Il y a plusieurs grosses études. Les recommandations européennes sont en train de s'installer, mais plutôt à partir de 45. Donc 43, on est encore en dessous. Carole, vous l'avez dit tout à l'heure, à partir de la mi-octobre, le traitement a été mis en place. Traitement complet, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Qu'est-ce qui a été le plus dur à supporter?
En fait, chaque traitement est différent. Le plus dur à supporter, c'était différent parce que pendant ma chimiothérapie par voie intraveineuse, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. J'avais des globules blancs très bas, donc j'avais souvent des épisodes de fièvre. J'avais des globules blancs rouges très bas, j'ai dû me faire avoir une transfusion de sang, j'ai perdu l'appétit. Enfin, je devais dormir peut-être 11 heures par nuit, enfin, c'était très fatigant. La radiothérapie, il y a moins d'effets secondaires. Enfin, l'effet principal, du coup, c'est l'irradiation de la peau. Et à la fin, ça peut être un petit peu douloureux. Mais se dire que tous les jours, je me rends à l'hôpital, ça, psychologiquement, c'est lourd. Mais je pense que le plus dur, ce serait quand même la chimiothérapie, parce que les effets secondaires sont multiples et importants. Et c'est vrai que, par contre, ce qui est embêtant aussi, c'est que les deux traitements sont contraignants. Et ça, c'est vrai qu'avoir des contraintes, alors que c'est une période au final où on se dit qu'on veut profiter de la vie à 100%, c'est dur. Vous avez tenu pendant ce temps-là un blog pour partager un peu, partager cette expérience. Tout à fait, oui. Alors, en fait, j'aime bien découvrir des petites astuces. Tout à fait, oui. Alors, j'ai appelé ça The Putsch Girls, comme un putsch, le soulèvement. Dans ma tête, c'était pas un soulèvement non pas contre la maladie, puisque ça, au final, je laissais ma santé entre les mains des docteurs et de la science, mais un soulèvement pour m'aider à retrouver le goût de la vie et à profiter à 100% comme je le pouvais. Il y a des jours où c'est plus difficile parce qu'on est très fatigué. Il y a des jours où ça va mieux. Et ce blog-là, je l'ai créé parce que je voulais partager mon expérience et toutes mes petites astuces découvertes en cours de parcours, parce que ça va très vite et parfois on se rend compte de choses trop tard. Typiquement, j'ai partagé comment par exemple entretenir sa perruque, parce que ça c'est quelque chose de nouveau qu'on ne savait pas forcément faire. Moi, ce qui m'a aidé pour réapprendre à bien dormir, parce qu'évidemment avec le stress, l'anxiété, c'est pas évident. Il y a plein d'autres sujets. Et oui, ce blog-là, je l'ai créé du coup sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté en ligne de femmes et aussi d'hommes malades de cancer très grande et très bienveillante, avec lesquelles on peut échanger, partager. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul dans ces moments-là, qu'on n'est pas seul à ressentir des difficultés, des moments de tristesse, et on s'entraide et dans la bonne humeur. C'est pas parce qu'on est malade qu'on arrête de rire et de vivre. Alors, Carole a eu le traitement, j'allais dire classique, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, de nouveaux protocoles qui sont apparus depuis quelques années. Alors pour les cancers du sein localisés, pas tant que ça. Ce qui a été beaucoup travaillé dans les dernières années, c'est essayer de faire moins de traitements pour avoir moins de séquelles. C'est quelque chose de très important. C'est difficile de traverser les traitements. Il faut absolument garantir que les personnes ensuite retrouvent une vie normale ou la plus normale possible et n'aient pas de séquelles. Carole a l'air très très bien et j'espère que c'est absolument le cas. Par exemple, chez une femme jeune, sur la fertilité, sur la fonction ovarienne, sur la repousse des cheveux, sur la vie en général. Il y a eu beaucoup d'efforts plutôt pour désescalader les traitements. Et puis, il y a eu quelques traitements qui sont apparus qui améliorent encore le pronostic pour les cancers localisés qui étaient les plus graves. Mais globalement, c'est quelque chose qui bouge assez lentement. Là où on a plus de nouveaux traitements, c'est plutôt chez les femmes qui ont des cancers en rechute avec des métastases, où là, c'est un domaine qui bouge beaucoup plus, fort heureusement. On n'est pas dans la désescalade, on est dans identifier des nouveaux traitements qui puissent permettre aux personnes de vivre mieux, plus longtemps, etc. C'est une question qu'on a avec Daniel qui demande s'il y a des nouveautés dans le traitement des rechutes du cancer du sein. On regarde un reportage ? Absolument. Si les traitements ont fait beaucoup de progrès, 15 à 20% des femmes atteintes de cancer du sein sont en attente de solutions thérapeutiques pour leur cancer métastatique. Depuis plusieurs mois, l'Institut Curie mène une recherche sur une nouvelle molécule qui allie un anticorps et une chimiothérapie pour gagner en efficacité sur ces tumeurs résistantes aux traitements classiques. Les résultats sont très prometteurs, comme vous allez le voir dans ce reportage de Rim Benhammer, Alexandre Delaval et Isabelle Gaz-Debois. Faites attention, il existe des images difficiles. Bonjour Madame Serré. Bonjour docteur.
Alors, comment allez-vous? Écoutez, ça va pas trop mal. Hein. Bon, j'ai un petit peu de nausée, mais bon, c'est pas... D'accord. Il y a 2 mois, Yannick a rejoint un essai thérapeutique mené à l'Institut Curie. Elle en est aujourd'hui à son 2e rendez-vous. Depuis 5 ans, elle souffre d'un cancer du sein métastasé. Elle a reçu de nombreux traitements, mais à chaque fois, de nouvelles métastases sont apparues. J'ai eu une chimio. Après, j'ai eu de la radiothérapie, l'hormonothérapie. Pendant 2 ans et demi, ça s'est bien passé. Et j'ai fait une récidive au niveau des os. Et après, récidive au niveau du foie. Le traitement ne faisait plus effet. J'ai demandé à mon oncologue d'aller dans un service de recherche. On a fait une biopsie de sa tumeur et on a mis en évidence qu'elle exprimait une certaine protéine pour lequel on a un traitement ciblé qui associe un anticorps et une chimiothérapie. Donc pour Madame Serret, c'était vraiment un essai thérapeutique très intéressant vu qu'on a une molécule qui cible directement sa tumeur. Cette protéine présente chez ces patientes s'appelle HER2. Elle fonctionne comme un drapeau. L'anticorps va cibler ce drapeau, se fixer dessus, puis pénétrer dans la cellule tumorale et libérer la chimiothérapie directement dans son cœur. Cette technique a 2 avantages, plus d'efficacité et la délivrance d'une quantité de chimiothérapie plus importante. Donc votre examen clinique est totalement normal. J'ai vu le résultat de votre prise de sang que vous avez faite hier, qui est également parfaitement normal. Donc je vais pouvoir commander le traitement et vous allez pouvoir avoir votre 2e cycle aujourd'hui. Je vous remercie, docteur. À plus tard. Au revoir. Avec cette technique, on ne constate pas plus de toxicité. Alors il y a une toxicité certes, donc les patientes peuvent être fatiguées, avoir des nausées, avoir des baisses de globules blancs, mais ça reste totalement gérable et on n'a pas une surtoxicité par rapport au traitement standard. Et voilà, c'est parti. À tout à l'heure. Merci. Pour mesurer l'efficacité du traitement, les patientes passent des scanners de contrôle en début et en fin de protocole. Sur ce scanner d'une autre patiente, les résultats sont concluants. C'était une patiente qui avait des métastases pulmonaires. Et on voit qu'au début, elle avait une métastase qui faisait à peu près 3 cm et qu'après ces 6 cycles de traitement, on a diminué de moitié sa lésion pulmonaire, vu qu'elle maintenant elle fait 15 mm. Donc c'est un très très bon résultat, associé à une excellente tolérance. Un petit pansement jusqu'à la prochaine douche. Et voilà. Ce traitement qui arrive en fin d'évaluation devrait bientôt obtenir une autorisation temporaire d'utilisation et être distribué dans tous les hôpitaux. Alors, docteur Delaloge, une question de nos téléspectateurs, comment le cancer du sein se manifeste-t-il chez l'homme? Est-ce qu'une douleur doit-elle alerter? Chez les hommes, ça peut être une douleur, mais rarement. En général, c'est un gonflement du sein d'un côté, sous l'aréole. L'homme va palper quelque chose d'inhabituel. Là aussi, la plupart du temps, ça va être bénin. Il y a des hommes qui ont des glandes mammaires qui gonflent de temps en temps, mais si c'est une boule dure, etc., dès qu'il y a quelque chose d'anormal chez un homme, il faut consulter. Ça reste quelque chose d'extrêmement rare. Très bien. Vous avez parlé de la mammographie qui commence dépistage à 50 ans. On nous dit que ce dépistage se termine à 74 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de cet âge, il n'y a plus de risque? Non, en fait, plus l'âge augmente, plus le risque relatif augmente aussi. Mais en même temps, les formes de cancer sont un peu plus indolentes. Et donc, le dépistage officiel s'arrête à 74 ans pour une raison de rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire chez certaines femmes, ça a absolument un intérêt de continuer à faire des mammographies tous les 2 ans, mais elles devront être prescrites par leur médecin traitant ou peut-être espacer un petit peu. Chez certaines autres, s'il y a d'autres problématiques de santé, peut-être que le rapport bénéfice-risque n'est pas très bon. Ce qu'il faut savoir dans la mammographie, c'est que les défauts qui sont reprochés actuellement à la mammographie de dépistage, c'est d'avoir un certain nombre de ce qu'on appelle de surdiagnostic. C'est-à-dire on va identifier des cancers qui finalement, si on les laissait en place, n'évolueraient pas. Donc, mais on ne le sait pas aujourd'hui. Voilà. Donc à 45 ans, un cancer qu'on va laisser en place, c'est probablement très peu probable qu'il n'évolue pas. À 75 ans, il y a beaucoup plus de chances que ce cancer, on puisse vivre avec sans s'en apercevoir. Une autre question intéressante. On va peut-être parler à Carole pour savoir comment ça va aujourd'hui. Vous en êtes où et comment ça va? Alors aujourd'hui, j'ai fini tous mes traitements. Alors au final, du coup, mon traitement qui devait durer initialement
9 mois a été prolongé, donc j'ai eu un traitement d'1 an et demi, mais il s'est terminé en début d'année et aujourd'hui ça va très bien puisque j'ai pu reprendre ma vie professionnelle que j'avais dû mettre en pause. Et évidemment, il y a toujours un impact. Par exemple, je dois toujours aller faire des séances de kiné, donc de rééducation suite aux opérations. J'ai toujours quelques effets secondaires qui persistent, mais je retrouve le chemin de la vie. Alors les priorités et les repères ont été modifiés, donc c'est un peu une période de transition, mais ça fait beaucoup de bien. On va continuer les questions. Alors pourquoi doit-on faire une biopsie, nous demande-t-on, et pourquoi la mammo ne suffit pas? En fait, la mammographie, elle identifie des images, mais elle ne peut jamais donner de certitude. Donc on classe les images, ça s'appelle la classification ACR. Quand c'est 1 ou 2, ça veut dire que c'est absolument bénin. Et quand c'est 4 ou 5, c'est suspect. 5, c'est très suspect. On est presque sûr que c'est un cancer, mais il faut une biopsie pour l'affirmer. Et 4, c'est un petit peu suspect. La biopsie, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de difficile avec une anesthésie locale. Globalement, ça se passe vraiment bien. C'est un geste qu'on fait en ambulatoire en quelques minutes. Et elle apporte un diagnostic de certitude. S'il y a un cancer, on va savoir que c'est un cancer. Si c'est bénin, on sera rassuré extrêmement rapidement. Et en fait, on ne va jamais faire de traitement du cancer sans une biopsie qui dit exactement quel est le cancer. Le traitement va être très, très différent selon les résultats exacts de la biopsie. Même pour programmer une chirurgie bien faite, il faut savoir exactement quel cancer on a à faire, comment il est étendu, quel type de cancer, etc. Carole, encore une chose, vous avez eu donc pratiquement 2 ans de traitement. Quand le traitement s'arrête, quand ce parcours s'arrête, on se sent un peu perdu ou pas? On se sent très perdu. Moi, j'étais surprise parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup au final de cette phase d'après-cancer. Quand j'ai commencé mes traitements, je comptais limite la progression de mes séances de chimiothérapie, de séances de radiothérapie. J'avais qu'une hâte, c'était d'être à la ligne d'arrivée. Et au final, du coup, à la fin de mon dernier type de traitement, donc une chimio par voie orale, au lieu d'être super contente et de sauter de joie, j'avais super peur. Au final, tous les mois, j'allais là où j'étais soignée à Institut Curie pour me faire suivre par les docteurs. Là, les rendez-vous allaient s'espacer et je devais retrouver un quotidien. Donc, retrouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et puis retrouver les activités que j'allais faire en dehors. Il y a tellement de choses qui changent, qui nous changent. Je pense qu'avec la maladie, on se concentre sur l'essentiel et nos repères évoluent. Donc, c'est très dur, on se sent perdu parce qu'on a parfois des appréhensions à la suite des traitements. Là, moi, j'ai un suivi, par exemple, qui est trimestriel. Faut réapprendre à lâcher prise, à reprendre le chemin de la vie sans se prendre la tête, sans stresser tous les jours sur des éventuelles récidives. Et puis, faut réapprendre à vivre. Donc ça, je pense que on vit la vie on croque la vie à présent à pleines dents après les traitements, mais c'est pas tous les jours facile. Merci beaucoup, on vous souhaite que des bonnes choses à présent. Merci, c'est vrai que c'est quelque chose, on n'a plus de temps, mais qu'on prend maintenant bien en compte, effectivement, l'accompagnement psychologique des femmes qui ont un cancer du sein. Il n'y a pas que le traitement médicamenteux ou chirurgical, il y a tout ce traitement aussi qui est très important. Complètement, en fait, ce qu'on appelle les soins de support qu'on a pendant assez longtemps, pas négligés, mais pour lesquels on n'avait pas des moyens énormes, c'est absolument crucial. On le sait aujourd'hui et ils doivent faire une continuité exactement comme Carole décrit incroyablement. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a le support majeur, c'est l'entourage, c'est absolument crucial et la société en général. Je pense que cet appui-là, tout ce que décrit Carole, l'aide des autres, c'est absolument important. Merci beaucoup d'être venu. Demain, dans le docteur, alors vraiment rien à voir, on va parler des poissons. Mais bon, c'est intéressant aussi. Ah, les poissons, c'est délicieux. Passez une bonne après-midi et à demain. Au revoir. Et la semaine prochaine, InVivo sera consacrée au cancer du sein. Voilà. You